Bien, bonjour à tous les amis hugoliens qui sont venus en masse et que je remercie chaleureusement. Alors, vous pouvez m'excuser, je vais devoir faire la conférence passive, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Le conférencier propose, mais c'est Lombert dispose. D'un autre côté, ça donne un petit aspect Alain Decaux raconte. C'était un rêve de jeunesse pour moi que d'être à nouveau un Alain Decaux littéraire. Alors je ne sais pas si j'y parviens, mais en tout cas c'était un modèle. Bien, alors aujourd'hui, deuxième conférence de ce qu'on peut appeler le cycle chronologique, qui sera suivi de deux autres en janvier et mars, qui sera un cycle plutôt thématique. Et donc aujourd'hui, c'est l'exil. Alors comme je l'avais fait pour la conférence précédente, je vous ai fait une chronologie assez précise des années 1852-1870, c'est-à-dire donc les années d'exil avec les principaux événements. Alors comme vous le savez, l'exil de Victor Hugo s'est fait en trois phases. Une courte à Bruxelles, immédiatement quand il doit prendre la fuite après le coup d'État et sa tentative de résistance au coup d'État. Ensuite Jersey, et enfin Guernesey, c'est à Guernesey qu'il a passé le plus longtemps. Mais le plus important peut-être, c'est de bien comprendre qu'il y a deux phases majeures dans l'exil de Victor Hugo. L'exil contraint et l'exil volontaire. Pourquoi exil contraint et volontaire? Parce qu'en 1859, Napoléon III a fait passer une loi d'amnistie pour tous les proscrits suite au coup d'État. Beaucoup d'entre eux sont rentrés en France, mais Victor Hugo a refusé de rentrer en disant qu'il ne rentrerait que lorsque la liberté serait rétablie. Donc c'est un exil volontaire de 1859 à 1870, et c'est ce qui a motivé le célèbre poème qui se termine « Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là », sur lequel on reviendra. Alors, j'ai sous-titré Écrire, penser, contempler. Pourquoi? Parce que c'est pendant les années d'exil que Victor Hugo a le plus écrit. Si on avait envie d'être un peu satirique, on dirait que l'exil a été la grande chance de Victor Hugo pour sa production littéraire. Puisque, en effet, c'est quand même dans l'exil qu'il écrit La Légende des siècles, qu'il écrit Les Contemplations, qu'il écrit Les Misérables, etc., etc. Autrement dit, des ouvrages absolument majeurs. Et aussi, l'exil, c'est la période pendant laquelle Victor Hugo va pouvoir approfondir tout ce qu'il avait déjà commencé à penser, à méditer auparavant, et donner une forme et une force tout à fait exceptionnelles. Et sur le plan anecdotique, il n'est pas sûr que s'il n'y avait pas eu d'exil, il ne se serait pas laissé pousser la barbe. Et pour nous, évidemment, Victor Hugo est un barbu, et pas du tout quelqu'un qui a le visage glabre. Bien, alors, commençons par l'écriture pamphlétaire. Car évidemment, à quoi va s'attacher Victor Hugo le plus rapidement possible, c'est de fustiger le Second Empire, en général, en tant que régime politique, et de fustiger Napoléon III et sa bande, ou son gang, du point de vue de Victor Hugo. Et cela commence par Napoléon le Petit, en 1852, suivi de Châtiment en 1853. On dit très souvent les châtiments, le titre original c'est Châtiment tout court, et c'est des éditions postérieures qui vont ajouter l'article. Donc je vous ai mis un premier extrait de Napoléon le Petit, où on voit très bien quel est le propos et le projet de Victor Hugo. Il faut réveiller cette nation. Il faut en quelque sorte secouer la France et les Français pour qu'ils comprennent bien ce qui vient de leur arriver, ce dans quoi ils sont entrés, et par conséquent ce qui va arriver.
Et ce que vous avez à la page 3, ce peuple est bon et honnête, il comprendra. Et il comprendra grâce à qui? Grâce à Victor Hugo. Victor Hugo, c'est celui qui prend en charge une sorte, si vous voulez, de fonction d'éveil et d'instituteur du peuple français pour qu'il se prenne en main, pour qu'il se prenne en charge et qu'il lutte contre le régime impérial. 8 paysans, ils sont 2, le grand et le petit, l'illustre et l'infâme, Napoléon et Napoléon. Alors pourquoi s'adresse-t-il aux paysans? Pour une raison très simple. D'une part, la France rurale est démographiquement la plus nombreuse dans la France du Second Empire, et d'autre part, lors des plébiscites, c'est la France rurale qui a très majoritairement voté en faveur de Louis-Napoléon Bonaparte. Donc voilà, il faut cibler le paysan qui, du point de vue de Victor Hugo, a été abusé par le lien familial entre le grand Napoléon et Napoléon le Petit. Qui est à l'Élysée et aux Tuileries? Le crime. Alors, je parle du Second Empire. Qui siège au Luxembourg? La bassesse. Je parle encore du Second Empire. Qui siège au Palais Bourbon? L'imbécilité. Je ne sais pas pour qui je parle là. Qui siège au Palais d'Orsay? La corruption. Qui siège au Palais de Justice? La prévarication. Et qui est dans les prisons, dans les forts, dans les cellules, dans les casemates, dans les pontons, à l'Ambessa, à Cayenne, dans l'exil? La loi, l'honneur, l'intelligence, la liberté, le droit. Vous avez là un modèle d'écriture pamphlétaire. La plume de Victor Hugo est particulièrement acérée. Et Victor Hugo va écrire donc avec châtiment. Donc là, il change de type d'écriture. Et évidemment, il s'inscrit dans une très très longue tradition, très ancienne tradition de poésie, de dénonciation, de poésie pamphlétaire depuis les anciens. Et châtiment, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une écriture poétique de tout ce que doit subir l'Empire et de tout ce que doit subir Napoléon III. Et comment est-ce que Victor Hugo procède? Bien, il reprend les termes mêmes des proclamations de Napoléon III, du genre l'Empire c'est la paix, l'Empire c'est la liberté. Il va les retourner contre Napoléon III et contre le régime. Et en ciblant de cette manière-là, Châtiment devient un ouvrage de fustigation et qui se veut symboliquement une néantisation de ce qu'est le régime et de ce qu'est Napoléon III. C'est une mort symbolique que Victor Hugo inflige à l'antenne. Donc c'est fait. Du rugir de honte le canon, te voilà, nain immonde, accroupi sur ce lit. Cette gloire, la gloire napoléonienne, la gloire de l'oncle, cette gloire est ton trou, ta bauge, ta demeure. Alors plus bas, faquin, tu t'es soudé, chargé d'un vil butin, toi, l'homme du hasard à l'homme du destin, tu fourres impudent ton front dans ses couronnes. Donc c'est l'usurpation, le détournement de gloire, le détournement d'histoire auquel se livre Louis-Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon III aux yeux de Victor Hugo. Et c'est une longue litanie comme ça d'injures proférées à l'égard. Je ne vous lis pas ce qu'il y a à la page 4, sans simplement à la fin. Oui, tant qu'il sera là, qu'on cède ou qu'on persiste, ô France, France aimée et qu'on pleure toujours, je ne reverrai pas ta terre douce et triste, tombeau de mes aïeux et nid de mes amours. Je ne reverrai pas ta rive qui m'y tente, France, hors le devoir, hélas, j'oublierai tout. Parmi les épousés, je planterai ma tente, je resterai proscrit, voulant rester debout. J'accepte l'âme exil, utile dessein interne, pour chercher à savoir et sans considérer si quelqu'un a plié qu'on aurait cru plus ferme, et si plusieurs sont bons qui devraient demeurer,
Si l'on n'est plus que 1000, eh bien je le suis. Si même ils ne sont plus que 100, je brave encore Scylla. Si l'on demeure 10, je serai le 10e. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Ultima verba, les derniers mots. Donc voilà la posture. La posture de Victor Hugo. J'emploie le terme à dessein. Pourquoi? Parce qu'il se campe véritablement dans les îles anglo-normandes. Il se campe fièrement, le regard tourné vers la France, regard de défi porté à Napoléon III. En quelque sorte, l'île devient la vraie France. Et cette île, elle est également tournée de manière mémorielle vers une autre île, qui est Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, où Napoléon est mort proscrit, l'île anglo-normande où Victor Hugo se tient encore debout. Napoléon, tu as dominé le monde par Sainte-Hélène, moi je domine le monde à Jersey et à Guernesey. C'est véritablement, si vous voulez, cette attitude hugolienne qui marque cette supériorité revendiquée de l'écrivain face à un régime corrompu, à un régime usurpateur, à un régime qui a aboli la République. Il est donc devenu, si vous voulez, le dernier tenant, le dernier partisan de ce qui a été provisoirement détruit par le coup d'État. Il pourrait reprendre à son compte le vers célèbre de Corneille, Rome n'est plus dans Rome, elle est tout où je suis. Je suis, moi, Victor Hugo, je suis la France. Alors, ce n'est pas de la mégalomanie, c'est tout simplement une position qui est à la fois politique, idéologique, personnelle et littéraire. La plume doit vaincre le sceptre maudit. Mais bien entendu, Victor Hugo ne se livre pas qu'à l'écriture pamphlétaire pendant les années d'exil. Il va multiplier les interventions politiques, mais pas des interventions politiques uniquement dirigées vers la France, mais des interventions politiques dirigées vers les îles où il se trouve et vers la Grande-Bretagne. C'est d'ailleurs pour cela qu'il doit quitter Jersey pour aller à Guernesey, parce qu'il a indisposé les autorités jersiennes et qu'on lui fait savoir qu'il ne serait pas tout à fait convenable pour lui de rester, et donc il va à Guernesey. Alors il pourra rester à Guernesey, alors même qu'il continue à dénoncer ce qui lui paraît inacceptable, pour une raison très simple, très pratique, c'est qu'à Guernesey, il est devenu propriétaire. La fameuse maison de Broadfield House, à Guernesey, qu'on visite, qui, comme vous savez, appartient à la ville de Paris, il a pu l'acheter avec les droits d'auteur des Contemplations, qui est le recueil poétique qui lui a rapporté le plus d'argent avant que ce soit les Misérables qui soient pour lui véritablement la manne financière la plus importante. Donc, devenu propriétaire à Guernesey, il est beaucoup plus difficile de l'expulser. Devenant propriétaire, il avait une redevance à donner qui était 2 poules à donner au monarque anglais. Très très vieille tradition des îles anglo-normandes. Alors, tous les textes politiques de Victor Hugo sont à partir d'un élément précis, par exemple de dénoncer une condamnation à mort d'une figure locale ou telle ou telle décision, telle ou telle mesure qui a été prise, c'est immédiatement d'élargir la perspective en faisant la comparaison entre ce qu'est, selon Hugo, le XIXe siècle et ce qui se passe. Autrement dit, toutes ces actions, toutes ces décisions, tous ces décrets, toutes ces condamnations qui sont prises, lui apparaissent comme étant, au fond, des gifles infligés au XIXe siècle du progrès, de la liberté, etc. Et vous voyez, regardez ce que vous avez dans le texte de la page 5, aux habitants de Guernesey, ô
nous sommes le 19e siècle. Nous sommes le peuple nouveau. Nous sommes le peuple pensif, sérieux, libre, intelligent, travailleur, souverain. Nous sommes le meilleur âge de l'humanité, l'époque du progrès, d'art, de science, d'amour, d'espérance, de fraternité. Échafaud, qu'est-ce que vous nous voulez? Ô machine monstrueuse de la mort, hideuse charpente du néant, apparition du passé, toi qui tiens à deux bras ton cou près triangulaire, toi qui secoue un squelette au bout d'une corde, de quel droit reparaissez-vous en plein midi, en plein soleil, en plein 19e siècle, en pleine vie? Là, vous avez l'apothéose des textes de Hugo contre la peine de mort qui avait commencé en 1829 avec l'apparition du dernier jour d'un condamné. Mais là, la peine de mort apparaît comme une sorte d'injure profonde à ce qu'est le 19e siècle. Une rémanence du passé qui doit être absolument éradiquée pour que le 19e siècle soit véritablement tel qu'il doit être. Vous êtes des spectres, vous êtes les choses de la nuit, rentrez dans la nuit. Est-ce que les ténèbres offrent leur service à la lumière? Allez-vous-en. Pour civiliser l'homme, pour corriger le coupable, pour illuminer la conscience, pour faire germer le repentir dans les insomnies du crime, nous avons mieux que vous. Nous avons la pensée, l'enseignement, l'éducation patiente, l'exemple religieux, la clarté en haut, l'épreuve en bas, l'austérité, le travail et la clémence. Quoi? Du milieu de tout ce qui est grand, de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est auguste, on verra obstinément surgir la peine de mort. Vous voyez la rhétorique hugolienne, l'emphase du discours, qui est un des fils rouges de la pensée hugolienne. Être contre la peine de mort, ça n'est pas simplement être contre la peine de mort. C'est vouloir que le 19e siècle soit ce qu'il doit être. Et donc, à la fin, un peuple de pêcheurs, bons et vaillants hommes de la mer, ne laissez pas mourir cet homme, ne jetez pas l'ombre d'une potence sur votre île charmante et bénie, n'introduisez pas dans vos héroïques et incertaines aventures de mer ce mystérieux élément de malheur, n'acceptez pas la solidarité redoutable de cet empiètement du pouvoir humain sur le pouvoir divin, qui sait, qui connaît, qui a pénétré les vies. Autre texte polémique et politique de Victor Hugo, c'est celui que vous avez à la page 6, où là, il s'adresse à Lord Palmerston, secrétaire d'État de l'Intérieur en Angleterre. Alors, tous ces textes-là, ils n'ont pas eu de diffusion en France. Lorsqu'ils ont été écrits, ils n'ont été diffusés que localement. Et c'est Victor Hugo qui les réunit de retour d'exil dans un recueil qui est en 3 volumes, qui s'intitule Actes et paroles, qui sont divisés chronologiquement avant l'exil. Il reprend un certain nombre de textes politiques et de discours qu'il avait tenus, en particulier à la Chambre des députés, et avant cela au Sénat. Pendant l'exil, tous ces textes-là, et après l'exil, les discours qu'il prononcera à la Chambre des députés et surtout au Sénat sous la Troisième République. C'est vraiment le grand recueil hugolien de tous les textes qui sont directement politiques et idéologiques. Donc, pour comprendre la pensée hugolienne, il faut lire ces 3 volumes d'actes et paroles, mais qui sont tout à fait à mettre en regard, en écho des œuvres littéraires. Donc là encore, en Angleterre, il y avait une condamnation à mort que Victor Hugo veut dénoncer. Et là où il s'adresse à un ministre, de la manière suivante: prendre un homme, boire un verre d'eau, vous n'avez pas vu la gravité de l'acte, c'est une légèreté d'homme d'État, rien de plus. Monsieur, gardez vos étourderies pour la terre, ne les offrez pas à l'éternité. Croyez-moi, ne jouez pas avec ces profondeurs-là, n'y jetez rien de vous, c'est une imprudence. Ces profondeurs, là, je suis plus près que vous, je les vois. Prenez garde, l'avenir approche.
Vous croyez vivant ce qui est mort et vous croyez mort ce qui est vivant. La vieille société est debout et mais morte, vous dis-je. Vous vous êtes trompé, vous avez mis la main dans les ténèbres sur le spectre et vous en avez fait votre fiancée, vous tournez le dos à la vie, elle va tout à l'heure se lever derrière vous. Quand nous prononçons ces mots, progrès, révolution, liberté, humanité, vous souriez, homme malheureux, et vous nous montrez la nuit où nous sommes et où vous êtes. Vraiment, savez-vous ce que c'est que cette nuit? Apprenez-le. Avant peu, les idées en sortiront énormes et rayonnantes. La démocratie, c'était hier la France, ce sera demain l'Europe. L'éclipse actuelle masque le mystérieux agrandissement de l'astre. Je ne sais pas qui aujourd'hui serait capable d'écrire cela à un ministre ou à qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Donc, là, je vous ai mis que deux exemples de ce type de style gaulien. Il y en a bien d'autres. Donc, je vous le disais, le grand recueil poétique que Victor Hugo va publier pendant l'exil, donc c'est les Contemplations. Alors, les Contemplations, qu'il va définir comme étant le livre d'une âme, c'est un recueil dans lequel il rassemble des poèmes qu'il a écrits avant l'exil, mais qu'il n'avait jamais réunis dans un recueil, et des poèmes qu'il a écrits depuis le début de l'exil. Mais surtout, c'est un recueil qui est organisé autour de l'événement le plus tragique de l'existence de Victor Hugo, qui est la mort de sa fille Léopoldine en 1843. Et donc, vous avez deux grandes parties. Autrefois, maintenant, la coupure, c'est 1843, et le recueil est encadré par deux poèmes qui sont dédiés à Léopoldine. Donc là, c'est l'aspect, si vous voulez, le plus intimement personnel, cette expression du moi douloureux qui arrive à sublimer sa douleur par l'écriture poétique. Alors il a également sublimé sa douleur autrement, c'est par les tables frappantes. Alors on dit toujours les tables tournantes, je suis désolé, on n'a jamais fait tourner la moindre table à Jersey ou à Guernesey, c'était des tables frappantes. C'est esprit es-tu là, un coup oui, deux coups non, etc. Mais c'était des tables frappantes, pas du tout des tables tournantes. Et il a les Hugo ont été initiés à ces séances de spiritisme par Delphine de Girardin, qui est donc à la fois une femme de lettres, qui est l'épouse du grand patron de presse Émile de Girardin, et qui avait un salon et qui connaissait absolument tout le monde dans les milieux littéraires et artistiques à Paris, et qui a rendu visite à la famille Hugo en exil en 1853. Et elle les a initiés au spiritisme. Et lors de la première séance de table frappante, Victor Hugo s'est adressé à l'esprit de Léopoldine. Et comme Léopoldine lui a répondu, il a en quelque sorte pu achever son deuil, puisque Léopoldine lui a assuré qu'elle était heureuse. Que si sa mort avait été tragique, là où elle était heureuse. Et donc Victor Hugo, alors, que ce soit vrai ou pas, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que lui en a retenu. Et à partir de là, vous voyez, on est en 53, le deuil devient en quelque sorte quelque chose d'assumé qui va pouvoir se transcrire autrement par la poésie. Mais les Contemplations, c'est également un recueil de poésie philosophique, puisque qu'est-ce que c'est que contempler pour Victor Hugo? C'est regarder l'infini, c'est regarder le cosmos, c'est regarder l'océan, qui sont autant de figurations, d'avatars ou d'entités de l'infini. Et qu'est-ce que c'est que le poète? Alors ça, c'est quelque chose sur quoi je reviendrai de manière beaucoup plus développée dans les conférences de janvier et de mars. Qu'est-ce que c'est que cette appréhension de l'infini chez Victor Hugo? C'est être en communication avec la puissance divine. Et donc, que devient le poète?
il devient le truchement de Dieu. Il est à la fois un mage, un prophète, un intercesseur. C'est l'aboutissement de la conception romantique du poète. Poète auquel il faut mettre un P majuscule. Celui qui crée, en même temps que celui qui écrit. Donc les contemplations, c'est cela aussi. J'y reviendrai de manière plus détaillée en 2026. Là, je me suis contenté de vous donner quelques extraits, justement, du premier poème, à ma fille, qui est le poème liminaire des contemplations. « Ô mon enfant, tu vois, je me soumets. Fais comme moi, vie du monde éloigné, heureuse non, triomphante jamais, résignée. » Autrement dit, je suis comme toi. Tu es dans l'au-delà, moi je suis dans l'exil. Et c'est une nouvelle façon d'être en rapport avec toi, d'avoir ce lien père-fille que je ne peux plus avoir physiquement, mais que j'ai spirituellement. Et le dernier poème, à celle qui est restée en France. Mets-toi sur ton séant, lève tes yeux, dérange ce drap glacé qui fait des plis sur ton front d'ange. Ouvre tes mains et prends ce livre, il est à toi. Ce livre où vit mon âme, espoir, deuil, rêve, effroi, ce livre qui contient le spectre de ma vie, mes angoisses, mon aube, hélas, de pleurs suivis, l'ombre et son ouragan, la rose et son pistil, ce livre azuré, triste, orageux, d'où sort-il? D'où sort le blême éclair qui déchire la brume? Depuis 4 ans, j'habite un tourbillon d'écume. Ce livre en a jailli, Dieu dicté, j'écrivais. Car je suis paille au vent, va, dit l'esprit. Je vais. Et c'est aussi dans les contemplations que Victor Hugo va développer ce qu'il avait commencé à dire de manière déjà très manifeste dans le dernier recueil poétique paru avant l'exil, qui est Les Rayons et les Ombres, en 1840, dans lequel vous avez un poème qui est ce que dit la bouche d'ombre. La bouche d'ombre, c'est l'univers, mais à travers lequel on entend la voix d'une divinité que le poète est capable de transcrire. Et c'est à l'écoute de cette bouche d'ombre que la révélation se fait, révélation que l'on peut ensuite transcrire par la poésie. Il y a donc une fonction divinatoire et une fonction divine du poème chez Victor Hugo, en même temps qu'une fonction démiurgique, c'est-à-dire de créer symboliquement par l'écriture, par la poésie. Il faut que le poète, épris d'ombre et d'azur, esprit doux et splendide, au rayonnement pur, qui marche devant vous, éclairant ceux qui doutent. C'est le guide. Chanteur mystérieux, quand tressaillant écoute les femmes, les songeurs, les sages, les amants, deviennent formidables à de certains moments. Voilà la fonction du poète. Et autre exemple de poésie hugolienne qui est une sorte d'écoute, d'observation, de contemplation et d'écriture de l'infini, l'océan. L'océan resplendit sous sa vaste nuée. L'onde de son combat sans fin exténué s'assoupit, et laissant l'écueil se reposer, fait de toute la rive un immense baiser. On dirait qu'en tout lieu, en même temps, la vie dissout le mal, le deuil, l'hiver, la nuit, l'envie. Et que le mort couché dit au vivant debout, aime. Et qu'une âme obscure, épanouie en tout, avance doucement sa bouche vers nos lèvres. L'être éteignant dans l'ombre et l'extase ses fièvres, ouvrant ses flancs, ses seins, ses yeux, ses cœurs épars, dans ses pores profonds, reçoit de toutes parts la pénétration de la sève sacrée. Donc la communion avec l'océan
avec la nature, qui est une fécondation. Là, vous avez une cosmologie en même temps qu'une philosophie naturiste et panthéiste. Hein. Et regardez la fin, une lueur, rayon vague, part du berceau qu'une femme balance au seuil d'une chaumière, dore les champs, les fleurs, l'onde et devient lumière, en touchant un tombeau qui dort près du clocher. Le jour plonge au plus noir du gouffre et va chercher l'ombre et la baise au front sous l'eau sombre et hagarde. Tout est doux, calme, heureux, apaisé. Dieu regarde. Donc, en fait, union de la vie et de la mort, rassemblée sous le regard du poète, métaphorisée par l'océan. Autrement dit, vous êtes dans une totalisation de la vie, une totalisation de l'existence, une totalisation du destin, une totalisation du monde. Telle est la poésie hugolienne dans les contemplations. Donc, je parle de moi, Victor Hugo, je transcris ma vie par le recueil des contemplations, et en même temps que je fais cela, je vous parle du monde tel qu'il faut le voir, tel qu'il faut le comprendre. J'ai intitulé la conférence du mois de janvier « Écrire une Bible humaine ». Vous voyez que nous y sommes. Hein, vous êtes dans un rapport religion au sens étymologique. Relié, rassemblé, totalisé. Et une apologie de l'amour qui unifie les êtres, pas simplement les hommes, mais tous les êtres vivants, car Dieu est amour et donc l'univers est amour. Il faut simplement pouvoir comprendre que c'est une parole d'amour que prononce la bouche d'ombre. Et vous voyez ce que vous avez en bas de la page 9. L'heure approche, espérez, rallumez l'âme éteinte, aimez-vous, car c'est la chaleur sainte, c'est le feu du vrai jour. Le sombre univers froid, glacé, pesant réclame la sublimation de l'être par la flamme, de l'homme par l'amour. Un peu plus bas. Oh, comme vont chanter toutes les harmonies, comme rayonneront dans les sphères bénies les faces de clarté, comme les firmaments se fondront dans délire, comme tressailleront toutes les grandes lyres de la sérénité, Dieu de son regard fixe attirant les ténèbres, voyant vers lui du fond des cloaques funèbres où le mal le pria, monter l'énormité bégayant des louanges, fera rentrer parmi les univers archanges l'univers paria. Tout sera dit. Le mal expirera, les larmes tariront, plus de fer, plus de deuil, plus d'alarme, l'affreux gouffre inclément cessera d'être sourd et bégayera qu'entendre. Les douleurs finiront dans toute l'ombre, un ange criera commencement. Ce que dit la bouche, qui était déjà dans les ombres et qui est ici poursuivi. Alors, dans la conférence de janvier, je vous infligerai quelques longs passages de deux poèmes inachevés qui montrent bien ce qu'est l'ambition de Hugo. L'un s'intitule Dieu, tout simplement. Donc, dire Dieu par la poésie, et l'autre, la fin de Satan, qui est la grande vision cosmologico-religieuse de Victor Hugo. Mais ces poèmes qui font quand même plusieurs milliers de vers. Hein. C'est inachevé, mais prendre le temps de lire ce qui est déjà écrit, ça se mérite. Mais je vous en donnerai quelques grandes lampées, parce qu'il faut, ce sont ces poèmes qu'on ne lit jamais et qui vraiment sont tout à fait extraordinaires. Donc, penser l'univers, c'est bien. Penser le 19e siècle, c'est encore mieux. Pourquoi penser le 19e siècle? Parce que Victor Hugo s'identifie au 19e siècle. On a vu tout à l'heure qu'il confrontait le 19e siècle avec le Second Empire, avec les crimes commis au nom de la loi et de l'ordre dans les îles normandes ou en Angleterre, parce que le 19e siècle n'est pas pour Victor Hugo un siècle comme les autres.
Le 19e siècle, c'est pas 18 plus 1. Ce n'est pas dans la continuité chronologique du temps historique. C'est un siècle nouveau, c'est un siècle d'une nouvelle Genèse. C'est le siècle 1 de la nouvelle histoire de l'humanité. Voilà pourquoi il faut penser le 19e siècle. Tous les romantiques se sont revendiqués comme étant des écrivains du 19e siècle. Parce qu'ils comprenaient très bien que le 19e siècle avait des caractéristiques que les temps précédents n'avaient pas. Que quelque chose de nouveau s'était passé. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose de nouveau? C'est la Révolution française. Mais chez Victor Hugo, on passe à un plan supérieur. Et donc, dans un ouvrage qui s'intitule William Shakespeare, qui n'est pas l'ouvrage le plus connu de Victor Hugo, écrit pendant l'exil, et dont on ne s'attend pas qu'il puisse contenir une vision du 19e siècle, étant donné le titre. Mais qu'est-ce que c'est que William Shakespeare? C'est une sorte de grand parcours de toute l'histoire de l'humanité par la succession des grands génies de la littérature, depuis Homère. Homère, Virgile, Dante, Shakespeare, Victor Hugo, qui, au fond, s'inscrit en filigrane, mais peut-être pas totalement en filigrane, comme étant le continuateur des génies précédents. C'est lui qui a repris la flamme des grands génies qui ont forgé l'âme de l'humanité, qui, à travers les siècles, ont fait parcourir une ligne ascendante vers le progrès, vers la lumière. Le 19e siècle ne relève que de lui-même. Il ne reçoit l'impulsion d'aucun aïeul. Il est le fils du milieu. Page suivante. Vous lirez les passages que je n'ai pas mis en gras à loisir. Je vous recommande la lecture de William Shakespeare. C'est absolument fulgurant. La Révolution a clos un siècle et commencé l'autre. Un ébranlement dans les intelligences prépare un bouleversement dans les faits. C'est le XVIIIe siècle. Le siècle des Lumières. L'ébranlement dans l'intelligence, c'est les Lumières. Après quoi, la révolution politique faite cherche son expression et la révolution littéraire et sociale s'accomplit. C'est le 19e. Romantisme et socialisme, c'est, on l'a dit avec hostilité, mais avec justesse, le même fait. Le triple mouvement littéraire, philosophique et social du XIXe siècle, qui est un seul mouvement, n'est autre chose que le courant de la révolution dans les idées. Ce courant, après avoir entraîné les faits, se continue immense dans les esprits. Si j'osais, je vous dirais que vous n'avez besoin que de connaître ça par cœur pour comprendre tout Victor Hugo. C'est pas totalement vrai. Mais il y a du vrai. En plus, c'est un magnifique sujet de dissertation. Écoutez en sortir l'annonce énorme, inclinez-vous et restez effarés et soyez attendus. Dieu, la première fois, a dit lui-même fiat lux, que la lumière soit. La seconde fois, il l'a fait dire. Par qui? Par 93. Donc, nous, hommes du 19e siècle, tenons à honneur cette injure, vous êtes 93. Autrement dit, vous êtes des terroristes, vous êtes des coupeurs de tête. Mais qu'on ne s'arrête pas là. Nous sommes 89, aussi bien que 93. La Révolution, toute la Révolution, voilà la source de la littérature du 19e siècle. C'est un des tout premiers à dire la Révolution est un bloc, ce que dira Clémenceau sous la Troisième République. La Révolution a forgé le clairon, le 19e siècle sonne. Les écrivains et les poètes du 19e siècle ont cette admirable fortune de sortir d'une genèse. C'est le mot capital, genèse. J'écris une Bible humaine. Autrement dit, je parle de la Genèse. La Genèse des temps modernes, c'est la Révolution. Le 19e siècle, c'est le premier siècle de la nouvelle histoire de l'humanité. De sortir d'une Genèse, d'arriver après une fin du monde, d'accompagner une réapparition de lumière, d'être les organes d'un recommencement.
Ceux-ci leur imposent des devoirs inconnus à leurs devanciers, des devoirs de réformateurs intentionnels et de civilisateurs directs. Hein, je vous disais tout à l'heure, le mage, le prophète, le guide, l'éclaireur, le civilisateur. Ils ne continuent rien, ils refont tout. Un temps nouveau, devoir nouveau. La fonction des penseurs aujourd'hui est complexe. Penser ne suffit plus, il faut aimer. Penser et aimer ne suffit plus, il faut agir. Penser, aimer et agir ne suffit plus, il faut souffrir. Posez la plume et allez où vous entendez de la mitraille. Voici une barricade, soyez-en. Voici l'exil, acceptez. Voici l'échafaud, soit. L'avenir presse. Demain ne peut pas attendre. L'humanité n'a pas une minute à perdre. Vite, vite, dépêchons. Les misérables ont les pieds sur le fer rouge. On a faim, on a soif, on souffre. Ouvrons les intelligences plus grandes, aérons les âmes. Vite, vite, ô penseurs, faites respirer le genre humain, versez l'espérance, versez l'idéal, faites le bien. Un pas après l'autre, des horizons après les horizons, une conquête après une conquête. Parce que vous avez donné, ce que vous avez annoncé, ne vous croyez pas quitte, tenir ses promesses, l'aurore d'aujourd'hui oblige le soleil pour demain. Voilà ce qu'est le 19e siècle, selon Victor Hugo, et voilà ce qu'est le rôle de l'écrivain au 19e siècle. C'est une mission à la fois capitale et urgente. Hein, vous avez vu, vite, il faut aller vite. Il faut que le 19e siècle advienne tel qu'en lui-même. Le rôle du poète, c'est d'être l'accoucheur du 19e siècle au même titre que la Révolution française. Car dès lors que le 19e siècle sera accompli, que se passera-t-il? Ce sera la fin de l'histoire. Ce sera la fin de l'histoire tragique de l'humanité. Ce sera la fin des tribulations de l'humanité. Ce sera l'aurore des temps nouveaux. Nous quitterons une temporalité agitée, marquée par les guerres, par les reculs, par les oppressions, mais aussi par les libérations, mais qui se succèdent à un rythme de plus en plus rapide. Nous entrerons dans une durée heureuse. Le temps s'arrêtera d'être le temps de l'histoire. C'est la grande utopie hugolienne que nous retrouverons tout à l'heure avec la légende messienne. En 1867 a lieu la deuxième grande exposition universelle sous le Second Empire. La première c'était 1855 et la seconde c'est 1867. 1867, Victor Hugo est en exil volontaire, il n'est plus du tout l'objet des lois de proscription. Un grand éditeur qui s'appelait Lacroix a l'idée de faire un guide de l'exposition. Et il demande pour la rédaction de ce guide, il demande aux plus grandes plumes de l'époque de lui écrire des chapitres. Alors vous avez peut-être déjà vu ce guide de l'exposition, ces deux gros volumes épais comme ça ne se met pas du tout dans les poches. Hein. C'est pas quelque chose que vous pouvez emmener avec vous pour aller voir le pavillon de la Prusse, le pavillon de l'Autriche-Hongrie, absolument pas. Hein. C'est vraiment, c'est un livre tout à fait remarquable. Et à qui est-ce qu'on va demander d'écrire la préface? Eh bien, à Victor Hugo. Qui écrit la préface qui s'intitule Paris. Qu'est-ce que c'est que Paris? Paris, vous l'avez compris, c'est le centre du monde. Puisque c'est la capitale de la France, que la France est le phare de l'humanité, que la France c'est le pays de la Révolution. Donc Paris est au monde ce que Victor Hugo est au monde. Je suis le phare, je suis le guide, je suis le mage, je suis le prophète. Paris, c'est exactement la même chose. Donc qui est le mieux placé pour chanter Paris? Pour célébrer Paris? Victor Hugo. Alors, je vous ai mis un court passage. Paris est un flambeau allumé. Paris est une forge d'idées. Bonne espérance à l'avenir. Paris est la ville de la puissance par la concorde, de la conquête par le désintéressement, de la domination par l'ascension, de la victoire par l'adoucissement, de la justice par la pitié et de l'éblouissement par la science.
Les villes sont des bibles de pierre. Alors il avait dit ça de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, dans le roman Hippolyte, 1831, la Bible de pierre, c'est Notre-Dame de Paris, qui est remplacée dans l'histoire de l'humanité par la Bible de Gutenberg, par la Bible de papier. La Bible de pierre, elle est évidemment, Notre-Dame de Paris, elle est là, elle est figée, elle ne peut pas se déplacer, elle ne peut pas circuler. Le livre, lui, circule. Donc ce que la Bible de pierre faisait de manière statique, le livre le fait de manière dynamique. Mais les villes sont aussi des Bibles de pierre que l'on peut parcourir, qui contiennent un message, qui est le message de l'humanité. Paris, c'est le dépositaire de l'histoire de l'humanité. Et c'est en même temps la ville lumière, la ville qui éclaire. Donc si vous avez l'occasion de lire ce texte dans son intégralité, là aussi je vous recommande. L'exil, c'est également le temps du plus grand roman de Victor Hugo, pas simplement par la longueur, mais par la profondeur, qui est Les Misérables, de 1870. Alors, sur Les Misérables, je reviendrai beaucoup plus en détail en janvier. Là, je ne fais que isoler quelques passages des Misérables qui vont dans le sens de ce que j'ai essayé de vous développer jusqu'ici, c'est-à-dire le rapport de Victor Hugo à la Révolution, le rapport de Victor Hugo au progrès. Et bien entendu, Les Misérables, c'est le roman total, c'est le roman qui contient à peu près tout Hugo, et c'est le roman sur le plan simplement de l'écriture romanesque, c'est le roman total. Pourquoi? Parce que c'est un roman historique, c'est un roman sentimental, c'est un roman philosophique, c'est un roman métaphysique, c'est un roman d'amour. Et c'est tout ça combiné en même temps qu'un roman feuilleton. C'est le roman total du 19e siècle. Donc, vous vous souvenez que dans Les Misérables, Jean Valjean, qui, libéré du bagne, se rend à Digne, et il rencontre Monseigneur Myriel, qui le prend sous son aile, sous sa protection, et Monseigneur Myriel a également des conversations avec un vieux conventionnel qui réside à Digne. Un conventionnel de l'époque de la Convention nationale, qui a voté la mort du roi. Et donc, Victor Hugo met en place un dialogue entre un homme d'église et un conventionnel. Et que lui dit l'homme d'église? Oui, la révolution de 1893. La révolution, c'est l'exécution de Louis XVI, c'est la terreur, c'est la guillotine. Et le discours du conventionnel en réponse aux questions pressantes de l'évêque dit ceci: j'avais 60 ans quand mon pays m'a appelé et m'a ordonné de me mêler de ses affaires. J'ai obéi. J'ai toujours soutenu la marche en avant du genre humain vers la lumière, et j'ai résisté quelquefois au progrès sans pitié. J'ai fait mon devoir selon mes forces et le bien que j'ai pu. Maintenant, j'ai 86 ans. Je vais mourir. Qu'est-ce que vous venez me demander? Votre bénédiction, dit l'évêque. Inversion du rapport entre les personnages. Monseigneur Myriel, par le conventionnel, le vieux conventionnel, comprend l'esprit de la Révolution et voit dans le conventionnel l'âme mère de la Révolution. Donc c'est quoi? C'est évidemment ici, symboliquement, la réunion des deux France. De la France de la religion et la France de l'idéal révolutionnaire. Ça, c'est un premier passage. Mais je vous ai mis après ce qui est en exergue des Misérables, là aussi, qui contient à la fois toute la pensée de Victor Hugo sur le plan social et humanitaire et la nécessité qu'il y a eu pour lui d'écrire Les Misérables. Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale, créant artificiellement en pleine civilisation des enfers, et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim,
l'atrophie de l'enfant par la nuit ne seront pas résolues tant que, dans de certaines régions, l'asphyxie sociale sera possible. En d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Donc Les Misérables, c'est une œuvre qui est destinée non seulement à mettre en scène, à montrer, mais aussi à éclairer et à inciter à réfléchir et à agir. Il faut pour la marche en avant du genre humain, autre passage, qu'il y ait sur les sommets en permanence de fières leçons de courage. Les témérités éblouissent l'histoire et sont une des grandes clartés de l'homme. L'aurore ose quand elle se lève. Tenter, braver, persister, persévérer, s'être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Le même éclair formidable va de la torche de Prométhée au brûle-gueule de Cambronne. Le mot de Cambronne est un défi prométhéen. Extraordinaire. De relier ainsi ce qui appartient aux mythes fondateurs de l'humanité et à un événement historique particulier, montrer tout cela dans une continuité et dans une unité, et vous avez bien compris que persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, c'est Victor Hugo. C'est Victor Hugo en exil. Et encore deux autres passages, donc la page 15. Dans les ténèbres sacrées, il y a de la lumière latente. Les volcans sont pleins d'une ombre capable de flamboiement. Toute lave commence par être nuit. Les catacombes où s'est dite la première messe n'étaient pas seulement la cave de Rome, elles étaient le souterrain du monde. Eh bien, dans les souterrains de la société, où se trouvent les misérables, se construit l'avenir du monde. Autrement dit, Victor Hugo pense, si vous voulez, constamment en termes de mise en rapport, de comparaison, de vision totalisante. Et il y a de ce point de vue-là, sur le plan de la pensée hugolienne, ou du regard hugolien, il n'y a aucune différence entre les recueils poétiques, les textes politiques et le texte romanesque. Le roman, c'est simplement une autre façon de dire la même chose, mais de la rendre peut-être plus séduisante pour le lecteur. Parce que Les Misérables, je vous l'ai dit, c'est un roman feuilleton. Enfin, c'est écrit sur le mode du roman feuilleton. Vous savez combien il y a de chapitres dans Les Misérables? Petite colle. 365. Autrement dit, un chapitre par jour de l'année. Autrement dit, le temps de la lecture se trouve métaphorisé par le nombre de chapitres. C'est évidemment pas par hasard. Un autre roman que j'aime beaucoup, que je ne mets pas tout à fait sur le même plan que Les Misérables, mais qui est quand même pour moi un immense roman, c'est L'Homme qui rit, en 1869. Alors pour lui, je me suis permis de vous mettre un résumé de l'intrigue, en supposant, mais c'est peut-être pure calomnie de ma part, que vous ne l'avez pas relu récemment, alors que vous connaissez admirablement l'intrigue des Misérables. Et c'est un roman vraiment admirable. Alors, au fond, c'est une histoire de saltimbanque. Qui est d'abord, il y a un philosophe qui s'appelle Ursus. Il est misanthrope et érudit, donc ça peut très bien aller ensemble. On est dans le sud d'Angleterre, on est à la fin du XVIIe siècle. Donc il voyage à bord de sa roulotte accompagné d'un loup qui s'appelle Homo. Donc lui, il a un nom qui est ours, parce qu'il est misanthrope, et son loup, évidemment, est humain, il s'appelle Homo. Évidemment, clin d'œil à Homo, homini, tout ça, l'homme est un loup pour l'homme. Donc, Ursus est profondément bon et dévoué, et
il joue un spectacle où il accentue son apparence sauvage et Momo reste loyal à Ursule. C'est un loup aussi fidèle qu'un chien. Donc un soir de l'hiver 1690, ils vont croiser la route d'un garçon de 10 ans qui s'appelle Gwynplaine, qui a été abandonné sur un quai par les comprachicos. Les comprachicos, ce sont des trafiquants d'enfants. Alors ça existait, hein, les bandes de trafiquants d'enfants qui le revendaient à des cirques, à des saltimbanques, etc. et qui leur faisaient subir un certain nombre de mutilations pour en faire des petits monstres qui avaient ainsi une force d'attraction, si vous voulez, d'attraction monstrueuse. Et donc, qu'ont fait les comprachicos à Gwynplaine, ils lui ont fendu les lèvres jusqu'aux oreilles, ce qui fait qu'il a un sourire permanent, d'où l'homme qui rit. Hein? Et donc il erre dans la neige, et ce Gwynplaine, il a trouvé un bébé encore vivant dans la neige. Il sauve l'enfant qui est une fillette aveugle. Vous voyez toute la symbolique. Hein? Vous avez un philosophe, vous avez un animal, vous avez un petit enfant dont on a fait un monstre, et vous avez une fillette aveugle. Autrement dit, des misérables, mais qui, par la solidarité, par la chaleur humaine, vont constituer une nouvelle famille. Et Ursus les recueille, et ils mettent au point un nouveau spectacle qu'il appelle Chaos vaincu. Vous voyez très bien quelle est la symbolique du titre. Hein. Chaos vaincu, c'est-à-dire qu'il y a une création qui vient après le chaos, et qui connaît un grand succès. Et à Londres, un personnage absolument démoniaque qui s'appelle Barkilphedro, qui est au service de la cour d'Angleterre, découvre un message des comprachicos qui révèle la véritable identité de Gwynplaine, qui est en fait l'héritier légitime d'un lord. Donc, situation très classique dans le feuilleton. Hein, l'enfant trouvé, dont on s'aperçoit que c'est un prince ou un fils de noble, etc. Bon, là, Victor Hugo s'amuse à reprendre un des poncifs du mélodrame et du roman populaire. Et donc, il a été enlevé pour des raisons politiques, et donc, quand on voit qui il est fils de lord, il va à la Chambre des Lords. Et là, à la Chambre des Lords, vous avez donc ce personnage qui a ce rire permanent, qui fait rire. À chaque fois qu'il prend la parole, et il se charge de prendre la parole pour dire quoi? Pour dénoncer les crimes, les abus, la misère. Ça fait rire la Chambre des Lords. Et il est évidemment une sorte de bouffon. Bouffon de la Chambre des Lords, bouffon de la cour d'Angleterre. Et écœuré par cela, il décide de quitter son rang, de quitter sa fonction, de quitter la cour et son titre, et il retrouve Ursus et Dea. Ils sont tous contraints de quitter l'Angleterre. Dea, trop fragile, va succomber d'épuisement dans les bras de Gwynplaine, qui va se laisser emporter par le désespoir et se jeter à la mer pour rejoindre Dea dans la mort. Fin admirablement mélodramatique. Et je vous ai mis la fin. Moi, je vous ai rien mis en gras. Vous lirez le passage, qui est vraiment très très beau, hein, qui est tout simplement la description de la dernière scène de Dea et enfin de Gwynplaine, qui se jette à l'eau. Alors bien entendu, vous voyez très bien que autobiographiquement, c'est une forme de réécriture de la mort de Léopoldine et de son mari, puisque comme vous le savez, son mari a tenté de la sauver, n'y est pas parvenu et s'est laissé couler pour la rejoindre dans la mort. Donc là vous avez la transcription romanesque de ce fait tragique. Et c'est un magnifique roman, L'homme qui rit. Il y avait eu autrefois une très belle adaptation télévisée du temps où la télévision faisait avec des gens comme Claude Santelli et d'autres, faisait des adaptations d'œuvres littéraires. Et il y a eu une très belle adaptation de Gwynplaine. Vous la trouvez sur le site de l'INA. Hein. C'est de la grande télévision des années 60-70. Et alors, je vais terminer par le grand texte du livre, sur lequel je vais passer un peu de temps, parce que ça rassemble tout, qui est le texte qu'il écrit, ce que c'est que l'exil.
Et donc, c'est daté de 1875, mais il l'a mis dans le recueil pendant l'exil. Petite parenthèse, Victor Hugo adore trafiquer les dates. C'est-à-dire que vous avez, notamment dans les Contemplations, vous avez des poèmes dont la date est complètement fictive, parce que c'est une date qui vaut pour une chronologie biographique reconstituée. Le poème peut être écrit bien après ou bien avant, mais il va être daté du moment où, pour Victor Hugo, il correspond à un épisode ou à une période de sa propre existence. Donc, il faut faire très très attention à la chronologie des poèmes de Hugo. C'est la chronologie indiquée à la fin ou au début des poèmes. Il y a très très souvent comme ça une manipulation poétique qui est une forme de cryptage hugolien. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler un peu plus longuement. Dans Les Misérables, vous avez toute une série de faits de l'intrigue romanesque qui sont des transcriptions par la fiction d'événements de la vie personnelle de Victor Hugo. Je vous donne un exemple. Le jour du mariage de Marius et de Cosette, donc ce qui est daté dans le roman, c'est le jour où Victor Hugo, où Juliette Drouet s'est donnée à Victor Hugo pour la première fois, qui est donc une des grandes dates pour Victor Hugo. Donc vous voyez, il transpose ça. Alors, si vous ne connaissez pas la date du Premiers Amours de Juliette Drouet et de Victor Hugo, vous ne comprenez pas tout l'intérêt de la mise à cette même date du mariage de Marius et de Cosette, bien sûr. Pourquoi? Parce que Marius, c'est Victor Hugo. Enfin, Marius transpose un certain nombre d'éléments de la vie intellectuelle de Victor Hugo. Mais il y a des tas d'exemples comme ça. De la même façon, pour la bataille de Waterloo, il insiste particulièrement sur un des lieux de la bataille qui est la ferme de Hougomont. Donc il donne l'étymologie Hugo-Mons, donc le mont Hugo. Autrement dit, moi, Victor Hugo, j'étais à Waterloo. Mon nom est à Waterloo. J'ai inscrit mon nom sur le champ de bataille de Waterloo, avant qu'il y ait la bataille de Waterloo. Donc je suis aussi, j'ai une légitimité à parler de Waterloo. Lui-même, lorsque il s'est rendu sur le champ de bataille de Waterloo pour écrire le récit de la bataille dans Les Misérables. Il est en exil, il a parfaitement le droit de quitter les îles de Normandie, à condition de ne pas mettre le pied en France. Donc il va en Belgique très souvent, et même il voyage ailleurs avec Juliette. Parce que Juliette vient de rejoindre l'exil. Vous avez ça dans la chronologie. Donc il va sur le champ de bataille de Waterloo, et il prend un certain nombre de notes, bien sûr, et quel est l'épisode des Misérables qu'il rédige lorsqu'il se trouve dans une auberge toute proche du champ de bataille de Waterloo. Et bien, je vous le donne en mille. C'est pas la bataille de Waterloo, c'est la mort de Jean Valjean. Voilà pourquoi j'ai un ami hugolien qui avait écrit un article, Jean Valjean est mort à Waterloo. Alors, ça surprend au premier abord, mais c'est vrai, Jean Valjean, il est mort effectivement parce que sa mort est écrite lorsque Victor Hugo est à Waterloo. Et d'ailleurs, sur le plan symbolique, c'est tout à fait important. Parce que tout parle de Waterloo dans les... Enfin bon, je ne vais pas commencer à vous parler de tout ça, parce que je vous en parlerai en février. Donc, ce que c'est que l'exil. L'exil, là, le passage est vraiment long, mais il est capital. C'est la nudité du droit. Rien de plus terrible. Pour qui? Pour celui qui subit l'exil? Non. Pour celui qui l'inflige. Le supplice se retourne et mord le bourreau. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, en exil? J'ai écrit Châtiment, j'ai écrit Napoléon de Petit, j'ai mordu le bourreau. Je lui ai renvoyé mon exil à la figure. Un rêveur qui se promène seul sur une grève, un désert autour d'un songeur, une tête vieillie et tranquille, autour de laquelle tournent des oiseaux de tempête, étonnés, l'assiduité d'un philosophe au lever rassurant du matin, Dieu pris à témoin de temps en temps en présence des rochers et des arbres. Un roseau
qui non seulement pense, mais médite. Des cheveux qui de noir deviennent gris, et de gris deviennent blancs dans la solitude. Un homme qui se sent de plus en plus devenir une ombre, le long passage des années sur celui qui est absent, mais qui n'est pas mort. La gravité de ce déshérité, la nostalgie de cet innocent, rien de plus redoutable pour les malfaiteurs couronnés. Quoi que fassent les tout-puissants momentanés, l'éternel fond leur résiste. Ils n'ont que la surface de la certitude. Le dessous appartient aux penseurs. Vous exilez un homme, soit, et après, vous pouvez arracher un arbre de ses racines. Vous n'arracherez pas le jour du ciel. Demain, l'aurore. Pourtant, rendons cette justice aux proscripteurs. Ils sont logiques, parfaits, abominables. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour anéantir le proscrit. Parviennent-ils à leur but? Réussissent-ils? Sans doute. Un homme tellement ruiné qu'il n'a plus que son honneur, tellement dépouillé qu'il n'a plus que sa conscience, tellement isolé qu'il n'a plus près de lui que l'équité, tellement renié qu'il n'a plus avec lui que la vérité, tellement jeté aux ténèbres qu'il ne lui reste plus que le soleil. Voilà ce que c'est qu'un proscrit. L'exil n'est pas une chose matérielle, c'est une chose morale. Tout lieu de rêverie est bon, pourvu que le coin soit obscur et que l'horizon soit vaste. Songer, penser, souffrir. Être seul et sentir qu'on est avec tous. Exécrer le succès du mal et plaindre le bonheur du méchant. S'affirmer comme citoyen et se purifier comme philosophe. Être pauvre et réparer sa ruine avec son travail. Méditer et préméditer. Méditer le bien et préméditer le mieux. N'avoir d'autre colère que la colère publique. Ignorer la haine personnelle. Respirer le vaste air vivant des solitudes. S'absorber dans la grande rêverie absolue. Regarder ce qui est en haut sans perdre de vue ce qui est en bas. Ne jamais pousser la contemplation de l'idéal jusqu'à l'oubli du tyran. Constater en soi le magnifique mélange de l'indignation qui s'accroît et de l'apaisement qui augmente. Avoir deux âmes, son âme et la patrie. Ces méditations compliquées de tous les déchaînements de l'adversité plaisent à la conscience du proscrit. Elles ne l'empêchent pas de faire son devoir loin de là. Elles l'y encouragent. Creuser le précipice à l'ennemi vainqueur, préparer l'asile à l'ennemi vaincu, combattre avec l'espoir de pouvoir pardonner, c'est là le grand effort et le grand rêve de l'exil. Ajoutez à cela le dévouement à la souffrance universelle, le proscrit à ce contentement magnanime de ne pas être inutile, blessé lui-même, saignant lui-même, il s'oublie et il pense de son mieux la plaie humaine. On croit qu'il fait des songes, non. Il cherche la réalité. Disons plus, il la trouve. Il rêve sans relâche, s'épale le long de la mer de son plein perdu. Il fraternise avec cette puissance l'abîme. Il regarde l'infini, il écoute l'ignoré. La grande voix sombre lui parle. Toute la nature en foule s'offre à ce solitaire. Les analogies sévères l'enseignent et le conseillent. Fatal, persécuté, pensif, il a devant lui les nuées, les souffles, les aigues. Il constate que sa destinée est tonnante et noire comme les nuées, que ses persécuteurs sont vains comme les souffles et que son âme est libre comme les aigles. L'évocation de l'aigle est évidemment très signifiante, puisque comme vous le savez, l'aigle, c'est l'oiseau emblématique de Napoléon. Napoléon Ier puis Napoléon III. Et donc, qui est le véritable aigle? C'est Victor Hugo. En face d'un aigle déplumé. Ou un vautour. Mais pas l'aigle noble. Pas celui du grand homme du XIXe siècle, Napoléon. Et évidemment, celui qui a voulu reprendre à son bénéfice les aigles impériales n'est à la fois qu'un despote et qu'un tyran au petit pied. Voilà. Donc, vous voyez que ce texte, ce que c'est que l'exil, il vous dit énormément de choses en même temps. Il vous décrit ce qu'est à la fois la position et la posture de l'exilé, et qui peut retourner contre celui qui l'a exilé le malheur qui le frappe. Celui qui est le plus noble, celui qui détient la vérité, celui qui est en
qui a la capacité de dénoncer, c'est l'exilé. Le vrai vainqueur, c'est l'exilé. Voilà ce que dit Victor Hugo. Alors, j'ouvre aussi une petite parenthèse. Il se décrit comme étant ruiné. Non, pas du tout au sens matériel et financier du terme. Alors, ce qui est vrai, c'est que lorsque Victor Hugo part en exil, alors il avait déposé de l'argent dans une banque à Londres, bien avant l'exil. Donc ça, ces biens-là ne peuvent pas être saisis. Mais qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu son indemnité parlementaire, puisqu'il était, comme vous le savez, député. Il va perdre tous les droits d'auteur de représentation théâtrale, puisqu'on ne va plus jouer Victor Hugo pendant pas mal d'années, membre de l'Élysée. On va rejouer Victor Hugo lors de l'exposition universelle de 67. On va rejouer Hernani. Ruy Blas, pardon. Hernani ou Ruy Blas. Enfin, une des deux. Et donc, il a perdu tout cela. Et surtout, il doit subvenir aux besoins de sa famille qui l'a suivi en exil. Et il doit subvenir aux besoins de Juliette Drouet. C'est des frais, tout cela, forcément. Et donc, il n'est pas du tout dans la misère, mais il a besoin de revenus. Alors, les revenus peuvent lui venir des intérêts de l'argent qu'il a déposé à la banque Barry, d'ailleurs, une des plus vieilles banques anglaises, qui a fait faillite après la crise de Lehman Brothers, si je me souviens bien. Mais il va avoir les droits d'auteur, donc des contemplations, je vous l'ai dit, qui lui rapportent largement plus de 20 000 francs. Alors, encore une fois, je vous rappelle, 20 000 francs au 19e siècle, vous multipliez par 4 pour avoir un équivalent arithmétique avec des euros, donc ça fait grosso modo 80 000 euros, mais en pouvoir d'achat, vous multipliez par 10, à peu près. Hein? Et donc il peut acheter la maison de Russell House, et Les Misérables vont lui rapporter, tenez-vous bien, 300 000 francs. C'est le véritable commencement de l'aisance financière de Victor Hugo. Il faut ajouter qu'il va aider beaucoup de proscrits et d'exilés qui, eux, sont sans ressources. Il faut ajouter qu'il va organiser des repas pour les enfants pauvres de Jersey et de Guernesey. Tout cela payé à ses frais. Donc, on a fait avec Victor Hugo une réputation de ladre. Elle est totalement usurpée. Hugo est quelqu'un qui compte ses sous, mais qui n'est pas du tout un avare. Il compte ses sous tout simplement parce qu'il faut tenir les cordons de la bourse, qu'il est le seul à gagner de l'argent, et qu'il est le seul qui peut subvenir aux besoins de son entourage. Bon. Donc, alors, se présenter évidemment comme ruiné, il faut nuancer. Hein, mais ça fait partie un peu du portrait obligé, de la description obligée de l'exilé selon Victor Hugo. Alors, à ce texte de ce que c'est que l'exil, bon, j'ai ajouté deux extraits des travailleurs de la mer, puisque là encore, ce sont des passages qui condensent d'une autre façon tout ce que Victor Hugo a dit avant l'exil et qu'il dit pendant l'exil. La religion, la société, la nature, telles sont les trois luttes de l'homme. Ces trois luttes sont en même temps ces trois besoins. Il faut qu'il croie, de là le temps. Il faut qu'il crée, de là la cité. Il faut qu'il vive, de là la charrue et le navire. Mais ces trois solutions contiennent trois guerres. La mystérieuse difficulté de la vie sort de toutes les trois. L'homme a affaire à l'obstacle sous la forme superstition, sous la forme préjugé et sous la forme élément. Un triple ananké pèse sur nous, l'ananké des dogmes, l'ananké des lois, l'ananké des choses. À ces trois fatalités qui enveloppent l'homme se mêle la fatalité intérieure, l'ananké suprême, le cœur humain. Donc ce mot grec,
que Victor Hugo a déjà utilisé dans Notre-Dame de Paris, qui se traduirait par fatalité. Ici, il est martelé dans le texte et qui montre bien quels sont les défis de l'humanité qui sont pris en charge par le poète. Il est celui qui doit dénoncer la fatalité des dogmes, la fatalité des lois, la fatalité des choses. Il doit lutter sur ces trois fronts. Écrire est un combat. Être le grand écrivain du XIXe siècle est une guerre que l'on mène à ces fatalités-là. Donc je ne suis pas simplement que le mage, je ne suis pas simplement que le prophète, je ne suis pas simplement que le guide, je ne suis pas simplement que le civilisateur, je suis le combattant suprême. Ma plume est une arme. Cette arme est au service de l'humanité. Parce que écrire, c'est pouvoir vaincre. Donc il faut que la plume soit victorieuse. C'est tout l'enjeu. Tout l'enjeu de la littérature selon Victor Hugo, qu'il continuera après l'exil, bien entendu. Hein? Et donc, le 11 décembre, j'évoquerai la dernière grande période de Victor Hugo, qui est l'écrivain national. Hein? Comment est-il devenu l'écrivain national dès son retour d'exil, dès le 5 septembre du 20, c'est-à-dire le 4 septembre 1870, proclamation de la Troisième République, 5 septembre 1870, Victor Hugo est à la gare du Nord. Voilà, il est rentré par Bruxelles. Hein, et il est accueilli par une foule en délire à la gare du Nord. Hein. Il y a une petite plaisanterie. Est-ce une plaisanterie ou pas? Je n'en sais rien, mais en tout cas, si ce n'est pas vrai, c'est très beau. On prétend que Victor Hugo, à Bruxelles, commande son billet de train de la manière suivante: donnez-moi, je vous prie, un billet pour Paris. C'est un alexandrin en 4 parties isométriques avec une rime antérieure. Donnez-moi, je vous prie, un billet pour Paris. Est-ce vrai ou pas? Mais j'aimerais que ce soit vrai. Victor Hugo qui achète son billet de train en faisant un alexandrin. On me dirait, il était capable d'en sortir environ 200 le matin, debout tout nu, devant son train lorsqu'il était dans son lookout de gare de Zé. Tout nu pour le plus grand bénéfice de Juliette qui pouvait le voir depuis la fenêtre de la maison voisine. Une sorte de posture érotico-séductrice. Bien. Et une dernière phrase, non? Le printemps est bon, la liberté et la justice valent mieux, l'Éden est moral et non matériel, être libre et juste, cela dépend de nous. La sérénité est intérieure, c'est au-dedans de nous qu'est notre printemps perpétuel. Sur une dernière phrase tirée des Travailleurs de la mer, du chapitre d'Archipel de la Manche. Vous savez qu'au XIXe siècle, il y a quelques œuvres littéraires absolument magnifiques sur la mer. Il y a donc les Travailleurs de la mer et il y a l'ouvrage de Michelet, intitulé La mer, qui est absolument merveilleux aussi. Et n'oubliez pas que pour Victor Hugo, l'océan, c'est une image de l'infini. Ça n'est pas simplement qu'un espace maritime, c'est une métaphore de l'infini. Je vous remercie. Alors, y a-t-il des questions? On a un petit peu de temps. Si je suis capable d'y répondre, c'est la même chose. Oui, non. Merci pour votre conférence. Il y a simplement une question sur le parcours politique de Victor Hugo, qui a commencé, je crois, par sous votre contrôle, par être un député royaliste. Donc qu'est-ce qu'il a fait changer? Il n'a jamais été député royaliste. Non. Il a été à la Chambre des Pairs
sous la monarchie de Juillet, et il a été député lors de la Seconde République. Mais il a commencé politiquement par être royaliste, contre-révolutionnaire, ultra, et catholique ultramontain. Dans les années 1820. Donc j'avais un petit peu évoqué ça lors de la conférence précédente. Alors pourquoi parce que la génération romantique, la plus grande partie de la génération romantique qui a autour de 20 ans dans les années 1820 se trouve dans une situation tout à fait paradoxale. Elle entend être idéalement révolutionnaire en littérature et contre-révolutionnaire en politique. Pourquoi être contre-révolutionnaire? Parce que, pour cette génération-là, il y a de grandes exceptions. Il y a Alexandre Dumas, qui est né la même année que Victor Hugo, 1802. Il y a Stendhal, qui lui, il est né plutôt, il est né en 1783, mais il a toujours été, il est républicain, Stendhal. Et Alexandre Dumas aussi. Mais là, je parle pour la majorité d'entre eux. C'est que cette jeune génération romantique vit sur l'image d'une révolution qui est un véritable traumatisme, d'une révolution sanglante, et vit également sur l'image d'un premier empire despotique et meurtrier. Donc, la restauration monarchique leur apparaît comme une sorte de remède à ces tragédies de l'histoire. Mais ils vont quitter assez vite cette position politique en se ralliant à l'idéal napoléonien à partir de la publication du mémorial de Sainte-Hélène qui intervient en 1823. Alors ça va se faire progressivement, mais au milieu de la décennie 20-30, d'ailleurs très précisément en 1827 dans le cas de Victor Hugo, c'est la grande bascule. On passe du royalisme tendance ultra au culte napoléonien, et dès lors que vous êtes passé au culte de napoléonien, eh bien vous allez identifier Napoléon à la Révolution française, donc vous allez devenir un partisan de la Révolution, et le virage est complètement accompli à partir de 1830. C'est ce que vous trouvez, par exemple dans la préface d'Hernani. Le romantisme n'est au fond que le libéralisme en littérature. Bien comprendre que le libéralisme, c'est une position politique d'opposition à la monarchie restaurée. Donc vous avez beaucoup d'écrivains comme ça qui entrent en littérature vers 1820 sur des positions politiques qui sont contre-révolutionnaires, tout en prenant une révolution dans les lettres. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'il faut écrire d'une manière nouvelle, parce que le siècle nouveau attend ou a besoin d'une nouvelle littérature. Que ce soit en poésie, que ce soit surtout au théâtre, parce que la vraie révolution romantique, elle commence au théâtre, moins en poésie, mais surtout au théâtre, et après par le roman. Donc vous voyez, on est dans une situation paradoxale. En fait, ils sont à front renversé. Mais ce paradoxe ne va durer que quelques années. Alors j'ai évoqué 1827, pourquoi 1827, c'est l'année de la préface de Cromwell, dans laquelle Victor Hugo définit, il n'est pas le premier à le faire, il rassemble tout ce qui a été dit avant lui, il donne une dimension bien plus considérable. Que doit être le théâtre moderne? Qu'est-ce que c'est que le drame moderne? C'est un drame qui doit être l'expression à la fois des drames de la passion et des drames de l'histoire. Le théâtre doit avoir une portée historique. Et autre élément, c'est l'année où il publie un poème qui s'intitule L'Ode à la colonne. La colonne, c'est la colonne Vendôme, donc une colonne napoléonienne. Vous savez qu'elle a été construite avec le bronze des canons autrichiens et russes qui ont été pris à la bataille d'Austerlitz. Et il y a une statue de Napoléon dessus. Donc, pourquoi l'Ode à la colonne? Parce que, à l'occasion du grand événement mondain de l'hiver de ces années-là, qui était le bal donné par l'ambassade d'Autriche, qui était le grand événement auquel il fallait absolument être invité,
lorsque s'est présenté à l'entrée de la salle de bal de l'ambassade d'Autriche, en tendant son carton d'invitation, un des maréchaux de l'Empire qui s'était rallié, vous savez que plusieurs maréchaux de l'Empire se sont ralliés à la Restauration, l'aboyeur, c'est-à-dire le majordome, qui annonce à haute voix Monsieur le Duc, machin, et Madame la Duchesse, etc., dit Monsieur le maréchal Marmont et Madame. Et le maréchal Marmont dit mais je suis duc, parce qu'il avait été fait duc par Napoléon. Mais on ne reconnaissait plus les titres impériaux. Donc il se drape dans sa dignité, il s'en va, gros scandale. Le lendemain, Victor Hugo prend sa plume et dit on a injurié la Grande Armée. Il n'y a pas besoin de citer Napoléon, tout le monde a compris. L'ode à la colonne, c'est une ode à Napoléon. Hein, comment les petits événements peuvent produire les grandes révolutions. Enfin, c'était déjà amorcé chez lui, si vous voulez. Hein. Il avait eu le mémorial de Sainte-Hélène, comme toute la jeunesse romantique. Hein, vous vous souvenez que Julien Sorel, dans le Rouge et Noir, un roman qui paraît en 1830, il a toujours avec lui le mémorial de Sainte-Hélène et la collection des bulletins de la Grande Armée. La Bible de la jeunesse romantique, dans les années 1820, c'est le mémorial de Sainte-Hélène. Voilà. Donc voilà pourquoi il a été contre-révolutionnaire, puis partisan de Napoléon et enfin de la Révolution. Oui. Merci pour ces éclairages. Alors, il y a... Oui, j'ai lu. Voilà. Ah, très bien, oui, madame, voilà. Après, oui. Merci pour ces éclairages. Victor Hugo a beaucoup critiqué Napoléon III, mais est-ce que Napoléon III a eu une forme de réponse ou de comportement politique Non, il méprise. Silence. Non, mais surtout, il veut ignorer. Il sait très très bien là qu'il y a un imprécateur là, dans la Manche, qui ne cesse de le fustiger, mais il choisit de ne pas répliquer. Il s'agit de ne pas attaquer Victor Hugo. Ce en quoi il a eu vraiment raison, parce que là, il avait affaire à forte partie. Oui, Gérard. Donc, je crois d'ailleurs que je l'ai vu dans le livret. La deuxième fille, celle qui vit encore, Adèle, commence à déprimer sérieusement pendant l'exil. Oui. On parle de folie, mais est-ce que c'était pas simplement de l'ennui et de l'enfermement? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, bien sûr, le poids de l'enfermement, mais au début, c'est pas tellement le cas, parce qu'elle écrit un journal de l'exil qui est très très intéressant, et elle compose également de la musique. Et on a retrouvé récemment les partitions qu'elle a composées en exil. Non, il y a véritablement un ébranlement psychique qui n'est pas dû qu'aux circonstances de l'exil. Il y a chez les Hugo, il y a un facteur d'instabilité psychologique. Un des frères de Victor Hugo, qui était Eugène Hugo, il avait manifesté un certain nombre de signes comme ça de dérangement mental, et il a fait une crise de folie. Alors là aussi, c'est une merveilleuse scène de roman, si vous voulez. Il a fait une crise de folie le jour du mariage de Victor Hugo avec Adèle. Et il a été immédiatement envoyé dans ce qu'on appelait à l'époque pudiquement une maison de santé, qui est en fait un asile psychiatrique dont il n'est jamais sorti. Et pour Victor, ce drame a été très très marquant. Et on peut penser, alors je sais, on va pas faire de théorie héréditaire, mais le fait que une fille de Victor Hugo ait eu ce type de problème est peut-être significatif. Alors en tout état de cause, cet état psychique d'Adèle va la conduire à se croire être aimée d'un des officiers alors FGRG ou Gardé, je ne sais plus très bien, peu importe, un des officiers en garnison, le lieutenant Pinson, qu'elle va suivre, qu'elle va rejoindre, je crois, c'est à la Barbade. Lui ne veut absolument pas en entendre parler, et elle va de plus en plus sombrer dans la folie. Elle va être également internée,
Elle va être internée et elle va mourir en internement psychiatrique en 1915. Donc elle survit. Hugo est mort en 83. Elle survit, mais c'est la dernière survivante de la fratrie Hugo. C'est vraiment tragique. Il y a eu un magnifique film, Adèle H, avec Isabelle Adjani, et qui, alors, si on veut aller plus loin, je crois que ça ne doit pas être facile d'être le fils ou la fille de Victor Hugo. La figure paternelle est peut-être un peu écrasante, mais il adore ses enfants. Il adore ses enfants, il n'a jamais maltraité de quelque façon que ce soit ses enfants. Mais avoir un tel père, ça peut présenter quelques difficultés. En tout cas, Adèle n'y a pas survécu, pas mentalement. Oui, il y a une question dans le fond et après... je voudrais donner quelques petites précisions sur l'exil, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Pardon. Je donne quelques précisions sur l'exil justement. Sur l'exil, oui, très bien. La période de l'exil a été très profitable à Victor Hugo, mais elle a été désastreuse pour sa famille. Oui. Ça a été vraiment, on oublie la façon dont la famille était quasiment isolée, séquestrée, se privant, Madame Victor Hugo elle-même le dit, elle se prive des balles, elle se prive des rencontres, elle se prive du théâtre, elle se prive de tout. Les deux enfants, Charles et François-Victor Hugo, sont quasiment en prison sur cette île. Ils peuvent sortir. Hein. Effectivement, il n'y a que Victor Hugo qui est contraint à cet exil hors de France. Mais eux subissent parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont aucun moyen de quitter cette île. Les années passent. Ils sont des jeunes hommes brillants, ils ont envie de vivre une vie et ils sont vraiment écrasés par le poids de leur père. Tu as parlé tout à l'heure de Shakespeare. C'est quand même assez incroyable parce que François-Victor Hugo s'était donné comme objectif la traduction du théâtre de Shakespeare. Et des poèmes aussi. Oui, des poèmes, etc. Et finalement, son père lui vole la vedette en publiant ce qui au départ devait être juste une introduction pour l'œuvre de son fils, et finalement il a fait un bouquin, et tout est comme ça. À chaque fois, Victor Hugo tire la couverture à lui et oblige les autres dans une dépendance financière et matérielle. Et c'est pour ça aussi que Madame Victor Hugo finalement accepte de faire ce journal entre guillemets, parce qu'elle se dit c'est le moyen de gagner de l'argent et d'être autonome, parce que je suis en train de transcrire la correspondance de Madame Victor Hugo, c'est affreux, c'est tous les jours quasiment, est-ce que je peux avoir un peu d'argent pour ceci, pour cela, est-ce que tu m'autorises à aller à Paris, alors le seul truc où il ne peut absolument rien dire, et c'est la seule ouverture possible pour quitter les îles, c'est Vivier. Et tout simplement parce que c'est là qu'il y a Léopoldine, dans le cimetière, et Madame Victor Hugo, là on ne peut pas l'empêcher, parce que finalement c'est quand même sa fille. Donc Victor Hugo est obligé d'accepter qu'elle parte chaque année à l'automne, en septembre, se recueillir sur la tombe de sa fille. Et elle est hébergée donc par la famille Vacry à Vivier pendant un bon mois, et rejointe quelquefois par ses enfants, et rejointe par aussi Adèle. Parce que Madame Victor Hugo, elle n'en peut plus de voir qu'Adèle est séquestrée sur cette île. C'est une jeune femme de 30 ans qui est belle, qui est désirée par énormément de gens, et finalement, elle sombre effectivement dans la dépression, dans la neurasthénie, parce qu'elle est coincée. Et alors, effectivement, il y a un drame en 1856 où elle frôle la mort. Il n'y a pas seulement un problème médical, il y a aussi effectivement un déraisonnement qui commence. Et en fait, elle est aussi dans la mouvance de son père en disant la fille de Victor Hugo ne peut pas épouser n'importe qui, donc elle refuse une dizaine de demandes de mariage. Et je crois qu'elle, si elle s'approche de Pinson, c'est parce que quelque part elle sait que c'est impossible. Et donc en se fixant un objectif impossible, eh bien elle donne libre cours à son imagination, à une vie. Elle s'enferme dans sa chambre, elle bricole. Madame Victor Hugo n'arrête pas de revanger des choses qu'elle dérange. Enfin, la folie, je crois qu'on peut parler effectivement de folie parce que c'est une dépression qui mène à la folie en fait. Oui. Mais l'exil n'est pas vraiment une période idyllique. Non, pour la famille Hugo, ça fait. Pour la famille Hugo. À tel point d'ailleurs pour que Adèle, l'épouse, va vraiment définitivement quitter. Successivement, parce qu'en fait c'est Charles qui parle le premier, enfin c'est Auguste Vacry qui parle le premier,
Et après, il est suivi par Charles, et suivi par Madame Victor Hugo dès qu'elle peut s'installer à Bruxelles, place des Barricades. Où elle va mourir. Et elle écrit avant, elle écrit déjà, et c'est aussi avec Auguste Zachry qu'elle écrit le journal. Mais en fait, c'est vrai que François Victor Hugo le dit, 1858, c'est une date charnière, il dit la famille va s'éclater. Et c'est ce qui se passe. Et donc, Victor Hugo reste seul avec Juliette Drouet sur l'île. Alors, nous, on a une image idyllique des îles parce qu'il y a effectivement cette écriture absolument extraordinaire, la contemplation. Le meilleur livre pour la famille Hugo, c'est Les Travailleurs de la mer. Dans la correspondance familiale, ils sont éblouis par les travailleurs de la mer. François Victor Hugo dit à son père, papa, tu as tout mis dedans. Tu as tout mis ce qu'on a vécu, ce que la France vit. Enfin, ils sont vraiment éblouis. Et la mort de Gilliatt, alors là, c'est le summum. Toute la famille est en transe, pleure, parce que ça rappelle évidemment Charles Vacry et Léopoldine. Mais donc il y a vraiment un décalage entre ce que vit la famille dans la correspondance familiale et puis la réalité où on voit cet exil extraordinaire, très productif, qui permet à Victor Hugo de gagner des millions. Et puis toutes ces photos où on voit la maison, on voit tout ce qu'il fait. Et ça, il y a un autre revers de la médaille. Voilà. Oui. Alors il faut rappeler que Adèle, l'épouse, est morte à Bruxelles et que Victor Hugo va à Bruxelles, mais elle voulait être enterrée près de sa fille à Viquier, et Victor Hugo va donc accompagner le convoi funèbre jusqu'à la frontière entre la Belgique et la France, parce qu'il ne veut pas mettre les pieds en France. Il a dit qu'il ne rentrerait pas en France, donc il n'a pas pu suivre le cercueil d'Adèle jusqu'à Viquier. Alors, il y avait une question là. Oui, moi j'ai une question. Bonjour et merci pour votre conférence. Moi je suis étudiante en Master 2 à la Sorbonne. Ah, oui. Et d'ailleurs, c'était mon directeur de recherche, c'est M. Aubas. Il a été mon élève. C'est ce qu'il m'a dit, c'est exactement ce qu'il m'a dit, ce qui m'a beaucoup surprise. Donc c'est incroyable. C'est vrai, je vais pas l'air si vieux que ça. Oui, et donc je travaille cette année sur l'horizon chez Victor Hugo. Et je voulais savoir, la période qu'on traitait pendant cette conférence, est-ce qu'on peut dire que c'est la période durant laquelle Victor Hugo a véritablement été l'homme océan, ou aussi l'homme horizon, comme certains des critiques ont dit? Oui, vraiment, oui, tout à fait. Bon, ça commence un petit peu dans les rayons et les ombres, mais vraiment la grande période contemplative de l'horizon, que ce soit l'horizon de l'océan, l'horizon du cosmos, etc., oui. Et vous savez que vous avez un texte aussi extraordinaire qui est le Promontorium Somni, le promontoire du songe, qu'il faut lire dans cette perspective-là. Je note, merci beaucoup. C'est tout? Je voulais savoir si on apprenait les poésies de Victor Hugo aux enfants de son vivant. Alors, c'est une excellente question. Est-ce qu'on apprenait les poésies de Victor Hugo aux enfants de son vivant? Alors, est-ce qu'on les recueils poétiques de Victor Hugo qui se vendaient bien se diffusaient dans les familles, parce qu'il y a un grand lectorat pour la poésie au XIXe siècle. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Donc, il y avait forcément des lectures familiales, des lectures en commun. Alors, ça ne passait pas dans l'enseignement, parce qu'on ne lisait que les auteurs classiques. Alors, je rappelle, auteur classique, ça veut dire les auteurs qu'on étudie en classe. C'est ça que ça veut dire au départ. Mais les auteurs contemporains du XIXe siècle n'étaient pas enseignés dans les établissements scolaires. Ça commencera sous la Troisième République. Le grand moment Hugo dans l'enseignement, c'est la Troisième République, parce que Hugo est évidemment une idole de la Troisième République. C'est tout? Eh bien... Et donc je vous donne rendez-vous au 11 décembre pour
Non, 11 décembre, c'est le CEV, pardon. Le 13 décembre pour la partie 1870-1885. Il va enfin mourir.